Bonjour à toi qui écoutes ce numéro des Rencontres de la Sorbonne. Les Rencontres de la Sorbonne sont un cycle de débats-conférences réalisés par les étudiants du Master en Direction de Projets et Établissements Culturels de l'Université Paris 1 en collaboration avec le Carreau du Temple. Cette année, les conférences se consacrent au thème Art et Migration, au travers duquel sont abordées les problématiques de la représentation, de l'exposition, de l'échange, de l'insertion ou du rejet des populations et précisément des artistes issus de diaspora. Ce podcast est la restitution d'une conférence ayant eu lieu le 24 novembre 2020 avec Irène da Fonte Riviero, Sébastien Thierry, Hélène Lequeux-Duchesne, Lune Pigère et Adèle Bernadac. La réalisation de ce podcast est une grande première dans l'histoire des rencontres. Aussi, nous espérons que le contenu te plaira et te souhaitons une bonne écoute. Les Rencontres de la Sorbonne, en partenariat avec le Carreau du Temple. C'est à 19 ans que Mahmoud Traoré quitte Dakar et le Sénégal. C'est à 19 ans qu'il dit au revoir à ses proches et à sa mère qu'il ne reverra jamais. C'est à 19 ans, toujours, qu'il part pour l'aventure, à destination de l'Europe rêvée par bien d'autres. Il lui faudra 3 années pour atteindre son but, là où un touriste met à peine 3 heures en avion. C'est en 2017 que Mahmoud Traoré livrera le récit de son aventure, épaulé par Bruno Le Dantec dans Partir et raconter, une odyssée clandestine. De son arrivée en Espagne, il fera ce constat. Beaucoup de mes compatriotes n'assimilent jamais la culture des Blancs, tout en oubliant la leur. Ils errent entre deux mondes, ils sont perdus. Certains émigrés ne veulent plus coopérer avec leurs frères, ils se détachent peu à peu de leur terre natale. Pourtant, nous qui sommes en Europe, nous devons retourner au pays pour raconter notre voyage. En unissant nos expériences, nous pourrons œuvrer ensemble. Il n'est ainsi pas uniquement question de partir et de raconter, mais aussi de ce qu'il se passe, de ce qui se fait et se défait à l'arrivée, de ce que l'on devient après le voyage d'une vie. L'art et la culture peuvent-ils jouer un rôle dans la prise en charge du devenir de ceux qui ont migré ? Si nous avons choisi d'introduire cette deuxième conférence sur le thème art et migration par ce passage, c'est parce qu'il pose la question centrale de l'après-migration, en d'autres termes, de ce que l'on a commencé par qualifier en Europe et aux États-Unis de processus d'assimilation, puis d'intégration. La discussion que nous aurons ce soir se proposera de questionner l'importance de la culture et ses potentielles définitions, ainsi que d'apporter un regard critique sur le concept d'intégration et de montrer ses pouvoirs comme ses limites. Comment les expériences individuelles peuvent-elles être mises au service d'un engagement collectif pour l'intégration ? Comment inventer de nouvelles formes d'intégration qui valorisent la multiplicité des cultures, le pouvoir des communautés et la richesse des expériences individuelles et collectives ? Comment l'art peut-il se mettre dans le chemin de ceux qui en ont déjà tant parcouru, seuls ou à plusieurs, dans les difficultés ou l'entraide ? Pour évoquer ces problématiques, nous accueillons ce soir 3 invités. Bonsoir Hélène Lequeux-Duchesne. Vous êtes violoniste diplômée du Conservatoire national supérieur de Paris et de l'Eastman School of Music de l'Université de Rochester à New York. Vous avez travaillé au sein de plusieurs orchestres, notamment l'Orchestre national de France, et vous avez rejoint en 1995 l'Orchestre de chambre de Paris. C'est avec cette institution que vous animez aujourd'hui des ateliers à destination des migrants dans le cadre de projets tels que Chansons migrantes de 2016 à 2017, Histoire des 4 coins du monde de 2017 à 2018, et plus récemment Solo en Data de 2019 à 2020. Irène da Fonte Riviero, bonsoir. Vous êtes formée à la comédie en Espagne, à la Escuela Gallega de Teatro Experimental. En 1996, vous vous installez en France, où vous commencez à travailler avec de nombreuses compagnies, dont la compagnie 13 Lunes, avec laquelle vous avez créé Sorcière en 2014, et Maman Chaperon en 2016. Vous intervenez également auprès de différentes institutions, comme l'Institut national de jeunes sourds, ou encore le Centre social Bordeaux-Nord, situé à Bordeaux. C'est d'ailleurs au sein de ce centre social que vous avez monté un atelier de théâtre pour les femmes, qui a donné lieu au spectacle Femmes d'État et au livre Nous autres, chroniques d'aventure et de théâtre de femmes. Sébastien Thierry, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez enseigné au sein de plusieurs écoles d'architecture et dans les universités Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous avez à votre actif une forte expérience associative et vous fondez en 2012 le Pérou, pôle d'exploration des ressources urbaines, qui est un laboratoire de recherche-action sur les situations de grande précarité urbaine. Vous en êtes le directeur et vous coordonnez les actions notamment dans les bidonvilles de l'Essonne et d'Arles, avec des collectifs de sans-abri à Paris et Avignon, dans la jungle de Calais et dans le quartier de la Chapelle à Paris, avec des collectifs d'aide aux migrants.
Vous coordonnez également le dépôt d'une requête auprès de l'UNESCO visant à faire inscrire l'acte d'hospitalité au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Et la conduite de cette instruction est l'objet de votre résidence à l'Académie de France à Rome entre septembre 2019 et août 2020. Bonsoir à tous, merci d'être là. Pour commencer cette conférence, je voudrais vous poser une question, Irène da Fonte-Riviero. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre travail et plus spécifiquement expliquer comment a été développée la pièce Femmes d'État? De quelle volonté et initiative est-elle née et quels sont les objectifs de l'atelier de théâtre soutenu par le Centre social Bordeaux Nord? Alors, au départ, en fait, c'est une envie d'un centre social et familial de Bordeaux Nord, le collectif Bordeaux Nord, et en partenariat avec un théâtre, la boîte à jouer, donc tout ça du même quartier, et avec l'envie de créer un groupe de femmes qui avaient déjà fait les pas de la démarche d'aller dans un centre social, mais qui étaient en situation d'illettrisme ou qui participaient dans l'insertion, voilà. En fait, on avait créé une pièce avec 3 comédiennes qui s'appelle Femmes Collection pour essayer de représenter des femmes. Et puis, on a discuté avec les centres pour pouvoir représenter toutes les femmes et faire un travail des corps. Moi, je voulais voir sur la scène, montrer ce que la société est. Moi, j'habite dans un quartier où il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes. Et autant pour celles qui ont joué que pour le public qui s'est identifié, ça a été un parcours de presque 10 ans du même groupe de théâtre où on s'est permis de dire, de s'exprimer avec des textes des autres au départ avec les corps, parce que dire des textes et prendre la parole, c'est pas du tout évident. Donc d'abord, on a travaillé parce que j'ai travaillé en langue des signes aussi, et du coup les corps aussi et les images que les corps peuvent créer. On a démarré par là, puis les textes sont venus, des textes d'autres femmes de partout, plus grands, plus petits, pour faire un défilé des femmes. Puis cette histoire, on l'a fait beaucoup voyager, on a beaucoup joué, et au bout de 4 ans, on a décidé comment passer à autre chose, et du coup on les a donné la parole. On a fait 3 mois d'improvisation dirigée, avec 2 écrivaines qui ont participé à toutes ces improvisations, pour prendre les paroles. Alors, dans ce groupe-là, on est 12 femmes, et je comptais hier, on est 10 nationalités différentes. Et c'est cette envie de faire ensemble, de créer, d'avoir un projet ensemble. Bon, je me suis perdue. L'élaboration d'un tel projet, est-ce que ça vous a permis d'aborder la culture autrement, peut-être d'une façon plus participative et moins institutionnelle, le théâtre comme une façon de faire collective plutôt que comme une représentation Et non, voilà, c'est faire en collectif. Et comment un collectif peut porter une parole individuelle et que ça passe du personnel à la collectivité et à la société. Et pour moi, ce groupe de théâtre, comme on porte un projet ensemble, tu te fais porter et tu portes. Et pour moi, c'est dans cet apprentissage-là que la société peut avancer. Voilà. Et donc, avec cette petite société, au bout de 3 ans de travail, elles ont écrit une pièce avec des écrivaines, et où chacune prenait la parole d'une autre. On ne disait jamais les paroles que nous, on avait dit, en racontant notre éducation, en racontant des choses sur les grands-parents, sur les voyages d'émigration, et comme c'est quelqu'un d'autre qui prend la parole, c'est se mettre à sa place, qui me semble un travail très important pour nous au quotidien, se mettre à la place d'eux. Voilà. Donc, de ce travail qu'on a joué après, c'est sorti ces livres-là, nous autres, et qui raconte du coup toute l'histoire de ce groupe de théâtre avec des femmes. Et vous, Hélène Lequeux-Duchesne, du coup, le projet dans lequel vous avez participé, il a été aussi porté par ce côté collectif de mise en commun. Donc, vous avez participé à plusieurs projets de l'Orchestre de Chambre de Paris et vous allez pouvoir nous les présenter, pardon. Et comment faites-vous, en fait, pour donner envie aux participants de s'investir, mais aussi de se livrer et d'arriver à se dévoiler lors de ces ateliers? Alors, en fait,
disons que l'orchestre a une histoire par rapport à ça. On a commencé, il y a une personne dans l'orchestre qui s'occupe de tout ce qui est action culturelle et qui met en relation, enfin qui cherche des associations dans lesquelles on peut travailler. Et elle nous propose, sur la base du volontariat, d'aller voir, de faire des projets avec ces personnes. On a commencé petit dans des centres culturels, enfin des centres sociaux, d'aller présenter nos instruments, d'aller les faire participer par des chansons, voilà. Et donc j'ai participé depuis 2017. En fait, il y a des projets qui sont plus importants. Et le premier projet auquel j'ai participé, c'était qui s'appelle Chansons migrantes. Et nous, le musicien, sommes allés avec un compositeur et quelqu'un pour enregistrer, demander aux migrants de chanter des chansons de leur pays. Nous, on était là avec nos instruments. Enfin, c'était un par un, on n'était pas plusieurs au départ. Un par un, on va avec les instruments, on commence à jouer et à essayer de créer du dialogue. C'est un petit peu difficile de casser la glace, mais au bout d'un moment, ça se passe très bien. Donc, on a enregistré énormément de chansons qui, après, ont été présentées à une classe de 5e, je crois, enfin des adolescents, d'un collège en REP, enfin je sais pas, à Paris, et qui se sont appropriés ces chansons, les ont développées, les ont appris à les chanter éventuellement dans différentes langues. Et le compositeur, donc qui est à la base de tout ça, a créé une composition à partir de tous ces éléments. Et nous, tous les musiciens qui avaient participé à ce projet, on joué, ainsi que les Cris de Paris, qui sont des chanteurs. Voilà. Et donc, on en a fait un spectacle, et les migrants, enfin les personnes concernées par ce projet, donc pas mal de personnes sont venues et ont vu et entendu leurs chansons, un petit peu transformées, bien sûr, par le compositeur. Voilà. Un autre projet qu'on a fait, qui s'appelle Histoire des quatre coins du monde, où il y a eu une collecte d'histoire traditionnelle auprès des migrants par des associations pour apprendre la langue française. Donc ils ont commencé à raconter leurs histoires. Il y a une metteuse en scène qui a mis en forme les histoires, mais aussi on a aussi participé ils sont allés aussi les présenter à des collégiens qui eux aussi ont retravaillé ces textes, fait des dialogues. Enfin bon, ça c'est toute cette partie-là, nous on n'y a pas participé. Par contre, les musiciens, on est allé travailler avec les migrants pour leur montrer les instruments, des petites percussions, les faire participer, leur montrer comment ça fonctionnait, des échanges musicaux assez simples, mais vraiment une communication. Toujours pareil, c'est difficile de rompre la glace au début, et ensuite la confiance se met en place. Et donc, ils ont participé au spectacle, non seulement en tant que comédiens, certains, et d'autres en tant que musiciens, avec des instruments qu'on leur a fournis. Voilà, on a inventé quelque chose, on a fait un grand spectacle au musée de l'histoire et de l'immigration. Voilà. Et puis le dernier était très gêné par le Covid, parce que on devait travailler avec les migrants, mais on n'a pas pu. Voilà, et c'est un spectacle qui raconte, il y a un comédien qui raconte le voyage entre la Libye et l'Italie, et des musiciens qui l'accompagnent. Mais on va reprendre ce spectacle, mais dans l'autre sens, du coup, on va aller travailler avec les personnes migrantes. Bon, ce spectacle a déjà été présenté quand même à des centres sociaux, enfin bon, des migrants aussi, mais on va aller retravailler avec eux, faire des ateliers plus tard, voilà, quand on pourra. D'accord. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Et vous, Sébastien Thierry, vous qui allez également à la rencontre des migrants, vous sur leur lieu de vie notamment, pourriez-vous nous exposer certains de vos projets d'action culturelle que vous avez menés ? Et j'aimerais savoir comment en amont la rencontre avec les migrants est-elle rendue possible et à quel degré d'insertion sont les publics avec lesquels vous travaillez ? Merci, bonjour, bonsoir. Alors, peut-être que moi, la manière dont j'entends le travail que vous nommez culturel ou de création se pose peut-être à l'endroit de la question très simple de la représentation. C'est-à-dire que ce qu'avec le Pérou, on essaie de travailler, c'est à représenter, c'est-à-dire entendre comme rendre autrement présent au monde, sur scène publique, ces situations qui ont si mauvaise réputation, qui sont habitées pas seulement par
par toute une peuplade, disons, qui est extrêmement mal nommée, qui est dite migrants, roms, sans-abri, et qui a en tous les cas comme point commun d'être excessivement malmenée, qui aurait vocation à être déplacée, dont les habitats sont détruits systématiquement par des hommes en uniforme. Et donc le travail, c'est d'essayer de construire d'autres représentations quant à ce qui a lieu là et quant à ce qui pourrait avoir lieu. Donc il y a deux angles d'approche, disons. Le travail du Pérou est toujours un travail d'enquête, c'est-à-dire qu'il s'agit de relever, comme le dit si bien le terme de l'anthropologie, relever ce qui s'affirme, ce qui se construit, ce qui s'invente sur ces situations-là, alors que la plus connue d'entre elles, c'est la jungle de Calais, où on a travaillé avec des équipes d'artistes, d'architectes, d'urbanistes, de géographes à faire l'inventaire de tout ce qui s'est construit là, au sens matériel et immatériel. Donc voilà, enquêter, relever, et à partir de là, essayer en acte ou au moins sous des formes de récits que nous publions, de spéculer ou de rendre pensable ce qui pourrait avoir lieu si on prenait soin de ce qui s'inventait, si une politique digne de ce nom pouvait consister à faire s'intensifier, à cultiver, à jardiner peut-être ce qui s'invente, ce qui se construit, ce qui s'affirme. Donc là, par exemple, tout le travail qu'on a conduit à Calais a consisté notamment à publier un faux magazine municipal de la ville de Calais, qu'on a distribué à 4000 exemplaires dans les rues de Calais, et qui racontait ce qui avait lieu. Donc un magazine municipal informe sur ce qui a lieu dans la commune et sur les projets de la commune. Et donc on a écrit l'édito que la maire de Calais n'a pas écrit, puis on a écrit un entretien qui n'a pas eu lieu avec François Hollande, à l'époque qui était président, Xavier Bertrand, président de région, et Natacha Bouchard, maire de Calais, où on fait dire aux acteurs publics ce à quoi pourrait conduire une politique consistant à accompagner ce qui s'invente, ce qui se construit, ce qui s'affirme. Donc c'est vraiment des enjeux et parfois on a construit dans des bidonvilles de l'Essonne, mais toujours une manière à la fois de rendre public ce qui est au milieu du désastre, parce que ce sont toujours des situations extrêmement malmenées, tant et si malmenées qu'elles sont déplorables et difficilement habitables, mais ce qui au milieu de ce désastre-là se présente comme étant des potentialités ou des ressources, et comment, à partir de là, inventer des formes qui nous permettent de penser ce qu'elle pourrait devenir si on en prenait soin, en partant du simple principe qu'une ville est à 99% des cas un bidonville qui a réussi. Donc, si tant est que l'on prenne soin, encore une fois, des faits construits. Et donc, c'est un travail qui, pour moi, est le cœur même du travail du Pérou, ce travail de représentation, et qui se conduit à l'évidence, à l'épreuve des situations, avec les personnes, avec des outillages très singuliers, de l'architecte, de l'artiste, de l'urbaniste, du géographe, mais aussi, effectivement, parvenir à saisir, on a vécu presque pendant 2 ans dans des bidonvilles de l'Essonne à relever le soin qui est pris à construire construire un baraquement, le soin à construire un seuil, mais aussi le soin à entrer en relation avec des riverains, le soin que ces riverains prennent à je sais pas, donner des cours aux enfants, etc. Donc, toutes ces preuves, toutes ces pièces à conviction, comment on les répertorie, comment on les consigne, comment à partir de là on pense et on imagine ce qui pourrait avoir lieu si on cultivait cela. Voilà. Justement, vous parlez de preuves, je trouve ça très intéressant parce que en tant que participante à des ateliers, Hélène Lequeux-Duchesne, au contraire, est-ce que vous pouvez réellement mesurer l'impact de l'intégration? Est-ce que vous pouvez le mesurer comme une construction palpable d'intégration des personnes migrantes ayant pris part au projet, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès? C'est difficile de savoir ce que ça leur apporte véritablement. Simplement, moi, ce que je constate, c'est que ceux qui participent, ils y vont à fond, vraiment. Donc, ils sont vraiment très enthousiastes. Ça veut dire que ça leur apporte quelque chose. Obligatoirement. Après, pour leur intégration, on espère, mais on ne suit pas ces personnes ensuite, donc on ne sait pas véritablement. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que ça leur donne une certaine confiance en eux. L'art leur fait découvrir des choses, les fait se sentir peut-être un peu plus vivants et plus, en tout cas, beaucoup mieux considérés que dans la vie
réel peut-être, enfin autour. Oui, il y a un réel enjeu de considérer ces personnes-là. Absolument. Et ça, c'est très important et ça leur donne confiance. Et ils existent vraiment. Alors dans la ville, ils sont totalement invisibles. Là, ils existent. Et surtout, les faire monter sur scène, c'est quelque chose pour eux qui est très important aussi. Oui, considérer, représenter, c'est des questions qui renvoient à la notion d'accueil et aux valeurs d'hospitalité dont on peut faire preuve dans nos pays ou dans nos actions. Sébastien Thierry, comment parvenez-vous à rendre ces questions centrales et concrètes dans vos actions ? Faut-il faire de l'hospitalité un angle majeur des actions culturelles et des actions militantes selon vous ? Je pense que déjà le projet qu'évoque la Hélène, mais comme celui d'Irène, sont déjà des actes qui, par le simple fait qu'ils reconnaissent l'humanité de celles et ceux dont on parle, sont des actes d'hospitalité en puissance, c'est-à-dire qu'ils déplacent la manière dont on a coutume de désigner ces personnes-là comme des problèmes, comme des fardeaux, y compris même nos pratiques militantes, je dirais. On a l'habitude de demander la prise en charge de ces personnes, comme on parle du fardeau ou du poids. On a coutume d'exiger un devoir d'accueil, comme s'il nous en coûtait de cela. Donc, y compris même dans certains travers, des représentations et des requêtes que l'on peut produire sur la scène publique, les manières de considérer celles et ceux qui sont là, dans le bidonville, qui sont en chemin, etc., non seulement comme des personnes, mais peut-être même comme des rêveurs colossaux. C'est-à-dire que finalement, les derniers à rêver d'Europe sont peut-être ces personnes qui traversent la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à en apprendre sur ce que nous sommes et sur une manière de réhabiliter les rêves et les imaginaires qui nous sont fondateurs. Donc c'est peut-être aussi une ressource, je dirais, y compris politique pour le continent européen, que d'entendre le rêve de celles et ceux qui viennent. Donc c'est un axe majeur que d'arriver à entendre ça. Et évidemment que c'est à partir de là, je crois, la clé et le fondement de toute politique d'avenir face à ce qui nous arrive. Parce que juste insister sur une chose, c'est qu'on a coutume aussi très rapidement de dire ils ne sont pas si nombreux, on peut les accueillir. On ne se rend pas compte de deux choses. La première, c'est que quand on vit à Calais, il y a 70 000 habitants à Calais. En 6 mois, il y a 10 000 personnes qui s'installent là. Donc Calais croît en 6 mois d'à peu près 15 à 20% de sa population. Si on mettait ça à l'échelle du continent européen, ça serait absolument gigantesque. Donc les situations vécues sont effectivement des situations où un déferlement a lieu. Quelque chose, un innombrable se présente là. Et c'est ce qui va arriver dans les années à venir. Le XXIe siècle va être caractérisé par des mouvements migratoires sans précédent. Donc arriver aussi à penser autrement que sous cet angle finalement d'une masse critique, il va bien falloir qu'on apprenne à considérer ces personnes comme habitantes de plein droit et de plein fait cohabitantes, et à partir de là, effectivement, considérer d'autres ressources et d'autres manières de faire que les pratiques qui gouvernent et la violence qui gouverne. Et je finis sur ça, je crois, et c'est ce sur quoi on travaille, que les pratiques d'hospitalité invisibilisées, c'est-à-dire dites anecdotiques, qui au quotidien consistent à prendre soin, consistent à être bienveillant, consistent à donner des cours, consistent à accueillir chez soi, etc., relèvent de gestes qui sont démultipliés à l'échelle du continent européen, qu'il faudrait bien parvenir à nous représenter comme tels. Aujourd'hui même, de Lesbos à Calais, à Rome, à Hambourg, à Briançon, à Biarritz, des actes ont lieu et qui, si on les met bout à bout, constituent véritablement une communauté œuvrante assez extraordinaire. Et ce sont ces gestes-là qui sont pionniers et qui inventent des langues. Un arabe calaisien s'est inventé à Calais, qui invente des espaces, qui invente des lieux, qui invente des histoires, qui invente des histoires et des géographies. Et ce sont ces gestes-là qui sont pionniers. Et donc, à mon sens, une politique d'avenir, c'est même pas une politique de cœur, c'est une politique d'avenir qui est au rendez-vous du XXIe siècle, doit non seulement être une politique d'hospitalité, mais une politique inspirée par tous ces gestes-là. Et qu'est-ce que ça veut dire à partir de là? De faire s'intensifier ces lieux, ces langues, ces relations. Et c'est, à mon sens, le sens précis d'une politique à mettre en œuvre, alors là, pour le coup, urgemment. Et qu'attendez-vous justement de l'inscription de l'acte d'hospitalité au patrimoine culturel et immatériel concrètement? Concrètement, c'est ce qui c'est comment penser mieux ce qui a lieu nous permet éventuellement d'agir mieux. C'est-à-dire que la simple procédure, on la défend parce qu'on veut entendre, et on veut faire entendre à nous-mêmes d'abord, que ces actes démultipliés sont cruciaux pour les générations à venir. Et donc, ils sont de l'ordre d'un patrimoine, d'un trésor public, d'un patrimoine commun extrêmement précieux pour l'avenir. Donc, il faut en prendre soin comme un trésor.
Et à partir de là, si on reconsidère ça, qu'est-ce que ça veut dire que, donc on travaille avec, par exemple, des collectifs qui distribuent des petits déjeuners tous les matins à Paris comme à Rome. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre conscience que ces gestes-là, non seulement ils sont conduits simultanément à Paris et à Rome, non seulement ils ont une portée considérable pour les générations à venir, donc comment ça nous fait les tenir peut-être autrement, ça nous fait nous présenter autrement sur l'espace public, face au pouvoir public, et qu'est-ce que ça nous fait faire de penser ça, et comment ça nous met au mouvement d'action à front renversé. Voilà, par exemple, là on est en train de mettre en place les conditions d'un chantier de réflexion sur, et de conception d'un bateau pour les organisations œuvrant en Méditerranée. C'est à partir de cette histoire-là et de la requête auprès de l'UNESCO que l'on conduit en bonne et due forme que l'on met en branle un certain nombre de forces, d'actions et de projets qui nous permettent d'être là aujourd'hui au travail, réellement avec des architectes navals, de concevoir un bateau, parce que le bateau, c'est ce qui va permettre d'abriter, de faire s'intensifier et de soutenir et de faire exister ces gestes, ces premiers gestes d'accueil que sont les gestes des marins sauveteurs, bientôt inscrits au patrimoine mondial. Et donc, on est en train d'imaginer un bateau qui aura pavillon de l'UNESCO et qui est absolument nécessaire pour faire vivre ce à quoi nous tenons et ce qui fait tenir notre humanité à venir. Donc, concrètement, ça nous fait penser et agir et construire voilà, sur des fronts un peu autrement. Merci. Et donc cette hospitalité, vous l'avez dit, semble s'incarner donc dans la façon dont Irène et Hélène travaillent. Irène, je voudrais vous demander, cette hospitalité, elle semble prégnante dans votre façon de travailler et d'échanger avec les femmes de l'atelier de théâtre que vous animez. Quel rôle peuvent jouer la parole théâtrale, la gestuelle, l'utilisation de son corps pour parfois raconter, témoigner une histoire personnelle, voire intime? Et comment le théâtre peut-il permettre à certaines personnes à qui on ne donne pas souvent la parole, qu'on ne considère pas à leur juste valeur souvent, de s'ouvrir sur une scène, de s'exprimer? Et pourquoi ce choix de ne donner la parole qu'à des femmes? Pourquoi c'était aussi important pour vous? Le choix que ce soit des femmes, c'est un choix qu'on a fait avec les centres sociaux Bordeaux Nord, surtout avec l'animatrice qui a pris en charge ces projets, Estelle Salavutas, et qui disait que on voulait un endroit de liberté de parole totale. Et ça aussi par les démarches avec les familles, ça allait être beaucoup plus compliqué s'il y avait des hommes. Du coup, on a restreint aux femmes puisque c'était au départ pour la journée de la femme, pour vouloir montrer des femmes et jouer par des femmes. Voilà. Tous les livres, les témoignages que les femmes ont dit, même moi j'étais super surprise, même si je les avais suivis pendant 10 ans, du changement profond qu'elles racontent avoir eu à travers cette intégration dans un groupe de théâtre. Où au départ c'est une démarche pas évidente, elles les disent, se montrer, voilà, je marche voûtée, ou je suis pressée, ou c'est des femmes qu'on ne remarque pas dans la rue. Du coup, prendre la parole, représenter quelque chose, elles ont été hyper surprises la première fois qu'on a joué d'être écoutées jusqu'à la fin. Elles se sentaient respectées, écoutées, et au fur et à mesure des années, elles disent mais ça a changé vraiment ma façon de me présenter au monde, d'aller à mes entretiens d'embauche, à dire si j'ai un accent, si j'ai fait des fautes, c'est pas grave, si la communication passe, si on comprend ce que j'ai dit. Ils disent prendre la parole aux réunions à l'école. Du coup, c'est des petits pas qui décomplexent aussi les autres qui écoutent. D'ailleurs, moi, avec mon accent, la première chose quand j'ai rencontré les femmes, c'était ça aussi. C'était « Ah, mais tu as un accent aussi, ah, mais ça va. Si tu peux les faire, nous, on peut aussi. » Et du coup, même des personnes qui parlaient très, 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 très mal la langue française. Du coup, on disait « Comment ton corps, il va jouer? Mais vas-y, dis-le dans ta langue, maintenant que tu sais. » Dis-le et après on trouvera comment faire un mélange. Et inventer des langues, c'est exactement ça. On exprime ce qu'on a dedans et finalement, ces sentiments, ils passent à travers toutes les cultures. Parce que finalement, on a une très commune, qu'on est toutes des femmes. Et on se sent touché par d'autres voix des femmes et qu'on veut représenter toutes ces femmes-là. Oui, tout à fait. Hélène Lequeux-Duchesne, de la même façon, est-ce que vous concevez la musique comme une façon de faire émerger une parole commune et universelle? Et quel rôle joue la communication dans les projets auxquels vous participez?
Tout à fait. De toute façon, la musique, c'est une communication. C'est pas une langue, parce qu'on ne parle pas, on le fait, sauf si on chante. Non, ça permet vraiment d'échanger justement sans le problème de la langue, parce que il y a une gestuelle aussi dans la musique, dans la façon de faire de la musique, et ça permet vraiment un échange assez important. Après, dans les projets qu'on a fait, il y a eu aussi la parole, enfin surtout dans l'histoire des quatre coins du monde. Du coup, il y a un mélange entre la parole, la musique, et ça c'est intéressant aussi parce que chacun s'y est retrouvé avec ses difficultés, soit de parler, soit de s'approprier la musique aussi, parce que nous on propose quelque chose qui n'est pas forcément pour eux évident. Ils ont d'autres cultures musicales que nous, et du coup il faut trouver un terrain d'entente par rapport à tout ça. Qu'elle est hyper importante dans mes ateliers et elle a une place très importante aussi pour le travail avec le corps, pour qu'on soit toutes portées par un même élan musical. Hein. Donc oui, c'est extraordinaire de travailler avec la musique. Et de la même façon, vous pensez, Hélène, que les ateliers, que le fait de pratiquer un instrument ou alors de se mettre à chanter favorise l'intégration, dans le sens où ça peut développer la confiance en soi, comme disait Irène? Oui, non, ça c'est sûr. En tout cas, c'est toujours pareil, c'est à partir du moment où on écoute et nous, à l'extérieur, on est attentif à ce que font les autres, c'est important pour eux. C'est des choses minimes, mais ça crée la personnalité aussi, ça développe leur personnalité. C'est ça qui est important, à mon avis. Et c'est ça qui est enrichissant pour nous aussi, acteurs de ça. Je trouve que ça a deux impacts. Un, celui qui fait à la personne individuelle de mettre le focus sur elle, qu'on la regarde, qu'on l'apprécie, qu'on la respecte dans ce qu'elle est. Et en même temps, dans les collectifs, c'est d'avoir un projet ensemble, construire ensemble. Voilà, ça me semble essentiel dans un groupe comme ça, la construction. Pareil que dans la société, si on avait des projets beaucoup plus que nous réunissent, mais Sébastien, tu es complètement là-dedans, avec des gros, peut-être moins un travail individuel que avec des collectivités. La culture aujourd'hui, c'est un peu la grande oubliée des discours d'Emmanuel Macron pendant la crise sanitaire. Je tenais à le rappeler. Tout est à l'arrêt face au contexte. Hein. Je voulais savoir donc où en étaient vos projets. Est-ce que vous arrivez à conserver un lien avec vos publics? Est-ce qu'ils ont toujours accès à la culture? Et quelles sont les conséquences? Hélène Lequeux, par exemple, votre projet Solo en Data, vous l'avez dit, doit se faire à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que on devait, au mois de mars, commencer des ateliers avec les migrants pour intégrer ces personnes dans notre projet final qui devait avoir lieu au Bataclan, qui a eu lieu au Bataclan d'ailleurs, au mois de septembre, je crois, ou octobre, je ne sais plus. Enfin, et le problème, c'est qu'on n'a pas pu travailler avec eux. On n'a pas pu les voir, on n'a pas pu travailler du tout. Donc, comme on avait cette date au Bataclan, on a fait le projet sans eux. On les a invités à venir le voir, mais donc le projet, il était sans eux. Maintenant, ce qu'on voudrait faire quand ça va réouvrir, quand on pourra communiquer et se voir, c'est travailler avec eux, faire des ateliers avec eux par rapport à ce qu'on a fait, et peut-être refaire un projet, refaire un spectacle, mais ça c'est moins évident parce qu'il y a des moyens en jeu, voilà, des moyens financiers aussi, et des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait un peu à l'envers et c'est un peu dommage. Mais sinon, nous, par rapport à notre public, on continue à travailler. On fait beaucoup de captations. On a le droit de faire des captations, donc on le fait. Voilà. Oui, mais du coup, c'est très, très compliqué d'entretenir le lien, j'imagine, avec les personnes que vous avez eues en atelier. Ah bah ça, c'est sûr que vous avez coupé court, totalement. Complètement. Sébastien Thierry, je voulais vous demander quel impact cette crise sanitaire a-t-elle sur l'intégration des migrants selon vous? Comment la mise en pause de la vie dans l'espace public, notamment, agit-elle contre l'insertion, justement? Il est certain que la précarité n'a pas de trêve et fermer les lieux, ça n'a aucun impact sur celles et ceux qui sont dehors. Donc là, il y a une continuité de la situation et évidemment une aggravation, puisque en même temps, ce qui est fermé était éventuellement des ressources, était éventuellement des lieux amis, etc. Mais alors, il faut dire que, en tout cas, le premier confinement a été le théâtre d'une très grande mobilisation. Et donc ça, on a quand même vu sur les terrains, dans les espaces publics, combien des personnes mobilisées davantage encore sont venues prêter main forte pour distribuer les petits-déj, pour porter assistance, etc.
Donc ça, c'est certain que là, j'étais tout à l'heure au téléphone avec un dit Rome que j'ai rencontré maintenant il y a longtemps et qui se retrouve porte fermée avec des problèmes monstrueux de papier et qui ne parvient à plus, donc il trouve pas, il n'a pas d'accès à son assistante sociale, enfin évidemment, parce que tout ça maintenant, il faut avoir un Zoom, il faut avoir, enfin, bon, évidemment, tout ça est délirant. Bon. Donc, ça aggrave foncièrement la situation. Et je crois aussi que ça, voilà, je veux dire que, à l'endroit de l'imaginaire aussi, je veux dire qu'il faut quand même peut-être un peu le souligner. Ce qui est aggravé par cette histoire du virus, c'est aussi la menace qui est l'autre, qui est porteur possiblement de, voilà, je veux dire que Oui, totalement. la fermeture des frontières a été une mesure sanitaire prise. Qu'est-ce que les bateaux ont arrêté d'œuvrer pour la plupart. Donc c'est plus qu'un empêchement ou un obstacle d'intégration, c'est un vrai obstacle de vie et c'est un vrai obstacle de penser même que se rapprocher n'est pas dangereux et que toutes ces, voilà, y compris dans le vocabulaire, tout ce qui s'est glissé là, des barrières et des barrières qui sauvent, quoi. Quand on a vécu à Calais, quand on voit à Calais ce que c'est que cette ville-là complètement défigurée par des barbelés et qui est un théâtre de guerre, je veux dire que voilà, la barrière est un dispositif criminel qui s'est même immiscé dans nos langues. Donc il va falloir qu'on détricote beaucoup de choses qui sont inscrites dans nos représentations. Donc la situation n'est pas favorable du tout, mis à part, donc c'est encore une fois ces mouvements de solidarité, il faut les souligner, je veux dire et aussi une attention portée à la question du soin, et aussi une attention portée à l'hôpital, qui n'est pas rien aussi, dans les institutions qui sont présentes. À Calais, c'était extraordinaire, je veux dire que la présence de l'hôpital, voilà, avec des équipes dédiées, etc. Bon, mais on ne peut pas dire que tout cela soit bien réjouissant. Non, et est-ce que malgré tout, la culture et l'art, et les artistes en particulier, ont un rôle à jouer dans ces circonstances? Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est-à-dire que je suis quand même assez stupéfait par le silence qui est le nôtre collectivement et le mien aussi, devant la fermeture des lieux culturels. C'est-à-dire que dans une autre vie, j'ai travaillé sur les politiques culturelles et leur invention il y a 40 ans. Le souffle qu'il y avait là-dedans, toutes les institutions qu'on a pu créer, des FRAC, des DRAC, des musées, etc., étaient portés par la conviction que c'était absolument vital. C'est-à-dire et donc il était inimaginable que l'on puisse fermer pour cause de non-nécessité ou non-première nécessité ces lieux-là. Donc je pense qu'on a perdu une conviction et c'est pas nous ne croyons plus en ce qui a fondé les lieux auxquels nous sommes attachés en tant qu'artistes, en tant que spectateurs, etc. Ça, c'est quand même, je crois, assez... Je suis pas d'accord. Moi, je ne vois pas. Je pense qu'il y a 40 ans, l'idée même de fermer eût été impensable, alors qu'aujourd'hui, l'idée même d'ouvrir, on n'ose même pas le formuler parce que ça paraîtrait irresponsable, relativement obscène, etc. Il me semble que quelque chose a glissé et quelque chose s'est inscrit là d'un certain renoncement à cette croyance fondatrice des lieux culturels. Après, moi, je crois, Vian, que ça nous impose, à nous, artistes, disons, de penser peut-être autrement ce que c'est que œuvrer. C'est ce que j'essaie de défendre aussi, qui est je prends le mot œuvre comme l'impératif d'un verbe et non pas comme un substantif, c'est-à-dire et c'est le travail du Pérou de penser que c'est une modalité d'action, que la création se réalise dans l'action, même le mot réaliser est assez intéressant, ça a bien à voir avec le réel, et donc en tous les cas, pour moi tous les travaux du Pérou sont des travaux de création à échelle 1, et qui tentent de mobiliser les artistes, les créateurs à l'endroit précisément sur la scène publique, quoi. En situation ou sur la scène publique. Donc peut-être un peu hors les espaces dédiés à la création. Hélène Lecoq, vous n'étiez pas d'accord avec Non, parce que je pense que tous les artistes ont envie de faire quelque chose actuellement et ont eu envie dès le premier confinement, et chacun a essayé comme il a pu de ne pas perdre contact avec la vie en général. Bon, après, avec plus ou moins de succès, ce deuxième confinement un petit peu plus léger et plus simple à vivre pour nous, quelque part, on n'arrive plus à faire beaucoup plus de choses. Malheureusement, effectivement, pour le public migrant, c'est catastrophique, parce que là, on peut plus, nous, avoir de contact avec eux. Et ça,
ou tous les publics empêchés de toute façon. Ça, c'est un vrai problème. C'est très regrettable. Cela dit, il y a énormément de choses qui sortent actuellement, malheureusement, plutôt par Internet que en réalité. On a tous envie d'avoir du public, c'est sûr. Mais voilà, on fait au mieux et on fait ce qu'on peut. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Non, je dis pas ça, je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose quand même qui est mort dans nos représentations. Mais voilà, je le déplore et je suis le premier à avoir envie et déplorer. Mais je sais qu'il y a 40 ans, moi-même, j'aurais été dans un autre état d'esprit si on m'avait annoncé la fermeture des théâtres et des cinémas. Je renonce à quelque chose aujourd'hui et j'aimerais bien m'auto-diagnostiquer un peu mieux pour savoir les convictions que j'ai perdues et arriver à les comprendre. Sébastien Thierry, vous avez travaillé sur le mal-logement donc avec Pérou. N'y a-t-il pas plus urgent justement dans des circonstances comme celle-là, donc dans le contexte actuel sanitaire, pour lutter contre l'exclusion des migrants dans la société? Et je pense également à la triste actualité de cette nuit. Si vous avez suivi, donc plus de 500 tentes étaient placées sur la place de la République suite à l'appel de l'association Utopia 56. Avec des avocats en très grand nombre et des photographes pour couvrir l'événement. Et les forces de l'ordre ont repoussé les réfugiés jusqu'aux limites de la ville. Et je voulais savoir comment intégrer la culture au cœur d'enjeux globaux d'accueil face à de tels événements. L'urgence, elle est partout. Alors, je ne sais pas s'il faut bien hiérarchiser les gestes et les propositions. Moi, je travaille moins sur le logement que sur la ville. C'est-à-dire que je crois qu'on habite d'abord des relations et que ça ne dépend pas de l'épaisseur du mur ou du toit. La manière dont on arrive à mourir sous un toit aussi. Et j'ai connu des sans-abri, des Roms, etc., qui se retrouvaient parachutés dans un logement de 2,20 m sous plafond et 9 mètres carrés minimum, qui dit donc un logement digne, mais à perpète et qui était invivable parce qu'il était éloigné des centres de vie, des amis, du centre économique, etc., etc. Donc voilà, c'est plus la question relationnelle moi qui m'intéresse, et que je pense qu'on habite d'abord des relations et que c'est ce qu'il faut cultiver, jardiner et construire. Après voilà, je viens effectivement de publier moi un article sur AOC là ce soir sur ce qui s'est passé cette nuit, avec beaucoup à la fois de tristesse, de colère, considérant la violence hallucinante qui a eu lieu, et je pense que les responsables de cette violence doivent être absolument jugés et condamnés lourdement, et je pèse mes mots, et ces responsables sont des très haut placés, c'est-à-dire que pour violence en bande organisée, ça c'est un fait. Le second fait, par contre, c'est que je crois qu'il faut absolument qu'on sorte de ce régime de manifestation qui consiste à exposer les migrants comme des vies nues qui sont ainsi mises sous le regard de toutes et tous, comme des personnes à prendre en charge dans le dénuement le plus total. C'est-à-dire que c'est certain que la situation est dramatique pour les personnes dont on parle, mais je crois qu'il y a un régime absolument politique à construire et un imaginaire à construire. Comment rendre manifeste ce qui se construit, comment rendre manifeste, encore une fois, ce qui a lieu avec autant de vigueur, autant de puissance, autant de détermination, autant de monde, comment rendre manifeste, rendre célèbre, magnifier les constructions d'hospitalité démultipliées qui ont lieu, et comment à partir de ça, effectivement, forcer la puissance publique, les acteurs publics à suivre ces mouvements. Et je crois qu'en continuant d'être sur un régime d'indignation qui vise à montrer et surexposer les personnes dans la plus grande des précarités qui soit, sous la matraque, c'est d'une part faire violence aux personnes aussi, donc il faut bien considérer que les coups de matraque, ils ont bien été reçus aussi par les personnes migrantes, et ça produit aussi un imaginaire qui est, je crois, absolument dramatique quant à la question qui se pose. Donc je le dis d'autant plus simplement que j'étais moi un des acteurs de l'action des enfants de Don Quichotte en 2006, et que cette question de la prise de l'espace public avec les tentes, une fois j'étais un des organisateurs, et je me suis pris d'une certaine manière un peu comme un contre-coup, la manière dont on exposait ces personnes dans le plus grand des dénûments, ne comprenant pas ce que ces personnes au quotidien construisaient et avaient construit. Et donc se sont diligentés là sur le théâtre des opérations, Canal Saint-Martin, des cellules de crise qui ont placé ces personnes en hébergement d'urgence, placé ces personnes, etc. Et ces personnes sont revenues sur le Canal Saint-Martin disant « Nous habitons le Canal Saint-Martin, nous habitons l'espace de solidarité ». Et en fait, c'était peut-être à nous, au tout premier, de reconnaître que ce qui avait lieu là était déjà de la construction, était déjà des
des relations construites, et que ça n'était pas rien, et que ça n'est jamais rien. Une vie n'est jamais nue. Et je crois que si on arrive à considérer, quelle que soit la situation, combien une vie n'est jamais nue, combien il faut urgemment l'accompagner, mais voilà, surexposer la misère au point que la misère finit par coller à la peau de ces personnes-là, voilà, moi je n'adhère plus à ça. Et c'est ce que j'ai écrit dans cet article. Irène Dafont, sur ce sujet, comment vous pouvez vous positionner face à cette vision de repenser le statut de migrant, peut-être en y réfléchissant de façon à ce que la société tout entière se mette à considérer l'autre comme son égal, peut-être à créer par la culture un espace d'échange qui profite à tous. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de concevoir en fait l'action culturelle ? C'est exactement ça. C'est en tenant compte de l'autre, le laissant en ouverture. Moi, je pense que tout ce qu'on peut proposer les artistes, c'est d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes ou des fenêtres qui vont donner des espaces de liberté et des endroits communs qui réunissent les gens. Évidemment, aller les uns vers les autres et considérer l'autre comme un égal, c'est la base. Mais, oui, tout à fait. Mais comment arriver à l'intégrer dans un projet? Comment arriver à faire cohabiter les différents publics, les différents participants? En fait, pour moi, c'est tenir compte de la personne. Chaque personne individuelle qui participe, elle porte toute une histoire et c'est la personne. C'est pas les publics de telle nationalité ou dans telle condition, maison ou pas maison, français à quel niveau. En fait, on est tous des personnes, donc on est tous intéressants si on s'y plonge dedans. Et donc, respecter chaque personne en tant que personne et respecter son parcours et sans les voir avec la misère collée à la peau, comme dit Sébastien. Oui, voilà, il y a une situation de vie, mais dans le théâtre, on coupe de tout. Enfin, je parle pour ce que je vis tous les ateliers depuis 10 ans. On vient et ici, on oublie tout. On vit une liberté et on n'est pas considéré et on est considéré quelqu'un d'autre en même temps. On se montre, on donne la parole. Voilà, c'est des petites ouvertures. Est-ce que les témoignages de ces femmes permettent justement de contrer cette image de misère? Elles s'expriment, en fait, elles expriment leur propre histoire en montrant... Sur un plateau, c'est des déesses. C'est la transformation, elle est incroyable. C'est ça qui a épaté tout ce travail-là. C'est qu'elles sont belles, elles sont explosives sur une scène. Parce qu'il y a toute une histoire qu'elle porte, parce qu'il y a une fierté à dire je peux montrer ce que je suis. J'ai envie de lire 2 secondes, parce que, puisqu'on parlait d'elle, autant que ce soit elle qui parle. Vio, par exemple, qui dit au début, ici en France, on n'allait pas au théâtre. C'est une femme qui est là depuis 10 ans, dans l'atelier en 2010. Elle est venue en 2011. Je pense qu'elle est rentrée un an après. Au début, ici en France, on n'allait pas au théâtre. Depuis que j'ai fait du théâtre, on y va avec mes enfants et mon mari. C'est quelque chose qui me touche énormément. Faire du théâtre, c'est différent. C'est quelque chose qui permet d'oser, d'avancer, de dire. C'est quelque chose qui n'apporte que du bien. Pour moi, ça a été très important. Ça m'a facilité quelque part le moment de l'immigration. Voilà. Je voulais intervenir un petit peu sur quelque chose d'un petit peu à la marge, mais c'est plus en réponse à Sébastien. Parce que nous, on a une forte demande de la part de subventionneurs, enfin, puisqu'on est un orchestre subventionné, pour faire des choses comme ça vis-à-vis des migrants. Et de leur part, c'est sincère. Ils ont vraiment besoin que ces personnes soient intégrées dans la ville, en particulier la ville de Paris. Non seulement parce que je pense qu'il y a une part sincère et une part politique, et après, est-ce que c'est pas aussi, je sais pas, juste de se dédouaner par rapport à ce genre de problème. On est toujours en train de faire recours aux associations pour s'occuper des migrants, et les politiques ne prennent pas le problème eux-mêmes en charge. Et ça me pose problème quand même, parce que ça passe toujours par des intermédiaires. Oui, ça c'est une question centrale de qui prend en charge ces questions-là. Mais bon, nous, on le fait volontiers parce que c'est très enrichissant pour tout le monde. Mais voilà, ça questionne. Est-ce que vous pensez que ça, c'est typique d'une posture française, ou est-ce que nos voisins européens, on a des choses à leur envier ou non? Non, pas en Espagne. C'est global. Pas en Espagne? Non, pas envie. C'est vrai qu'ici, il y a un réseau associatif qui est énorme.
qui est énorme. Pendant les confinements, il y a une femme marocaine, je fais partie d'une association, plusieurs associations, le collectif pour l'égalité des droits, et puis Bienvenue, mobilisation pour les réfugiés de Bordeaux. Et une femme qui, son mari l'a mis dehors avec sa fille pendant le confinement. Dans la journée, grâce à des associations et à des contacts qu'il faut avoir, évidemment, c'est quand on a les réseaux. Mais le soir même, elle était dans un hôtel, elle avait un panier d'urgence du secours populaire, elle avait déjà une adhésion pour plus tard. Il y a boum, 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 boum. Les associations prennent en main énormément et très rapidement. En Espagne, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Les réseaux associatifs n'est pas pareil. Et vous pensez que l'État a un rôle moindre à jouer là, dans les facteurs d'intégration? Que c'est ce qu'il devrait faire? Ah non, évidemment, ça devrait être beaucoup plus pris par l'État, je pense. C'est pas normal que les associations aient parce que ça tient à des bénévoles, parce que ça tient du coup à la volonté individuelle. Alors c'est super, hein, c'est magnifique. Toute cette implication de tellement de monde, surtout depuis les derniers confinements. C'est vrai qu'on a vu des choses merveilleuses de mobilisation citoyenne. Oui, l'implication citoyenne, oui. Mais ça fait peser la responsabilité sur les individus. Qu'est-ce que, Sébastien Thierry, peut-être vous avez un mot à dire là-dessus? Non, moi, je trouve qu'il y a un débat très franco-français. Moi, j'ai vécu en Italie où ça ne se pose pas du tout de la même manière. Ouais. Là, il y a un débat très franco-français sur ça. Moi, je crois que, d'une part, il y a une drôle de dramaturgie, de représentation. Moi, j'ai beaucoup enseigné en école nationale supérieure ou à l'université, ce qui est aussi l'État. J'ai plein de camarades qui sont profs, j'y suis plus, mais qui sont aussi l'État, qui sont des fonctionnaires au même titre que les CRS. Les hôpitaux, c'est aussi l'État. Donc, l'État, c'est quoi? L'État, quel est le périmètre que l'on dessine quand on parle de l'État, et en sachant que il y a des organisations publiques qui sont proactives et qui sont extrêmement critiques à l'endroit de politiques publiques conduites. Donc il faut faire attention à ne pas trop empiler les représentations. Il y a un gouvernement qui mène ce qu'il mène et qui n'a pas le monopole qui n'est pas l'État, qui n'est pas le tout de l'État. Donc ça c'est un premier point. Il y a des acteurs publics démultipliés, etc. Second point, c'est, je pense, et là c'est une position très politique de ma part, je pense que l'irresponsabilité est devenue un argument contemporain. Personne ne se dit, tout le monde s'affirme irresponsable et des causes et des réponses à apporter. Et je pense que c'est peut-être le mal contemporain et il me semble qu'il y a un enjeu absolument majeur de reconquérir la responsabilité de l'action publique, c'est-à-dire que nous sommes la puissance publique, quand je dis nous, c'est nous autres, tous, et que la responsabilité, et je dirais presque au premier chef sur la question de l'hospitalité, je pense que l'hospitalité ne saurait s'administrer. Ce n'est pas une affaire d'État. Que l'arabe calésien, il n'aurait pas pu s'administrer. Les relations qui sont vitales et qui sont d'habitude ne peuvent pas s'administrer. Les outils publics et les outils d'intervention sont absolument nécessaires et sont des moyens éventuellement cruciaux pour accompagner ces mouvements, pour les outiller, pour les soutenir. Et donc le secteur associatif n'est pas, on dit toujours qu'on pallie on le dit mal, à la responsabilité de l'État, mais je crois que c'est inversé. Je veux dire que l'idée que l'on se fait de cette dramaturgie qu'il faut œuvrer, et c'est en pleine responsabilité le secteur associatif, collectivement, que nous avons à nous saisir de cet enjeu de construire les espaces et de construire les relations, de construire les histoires et qui sont de l'hospitalité vive et vitale, qui sera nécessaire demain. Et donc ça me semble toujours très étrange de se poser devant l'État en disant organise-moi ça, comme si à un moment je ne sais pas à quelle société on rêve en fait, le moment où l'État pourrait administrer le tout de cela et que nous pourrions rentrer chez nous, ne plus avoir à faire cela. Je crois au contraire que faire l'hospitalité, c'est un enjeu, c'est la matrice même d'un espace social et urbain. Donc c'est au premier chef notre compétence à nous tous, quoi. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'objection, on va passer aux questions des internautes. Bonjour à tous. Voilà. Je vais vous poser les questions des internautes qui ont été posées pendant tout le long de la conférence. La première question, c'est sur les pouvoirs publics. Donc, on reste un peu dans le thème. Donc, la question est, vous construisez votre action
contre les pouvoirs publics ou avec leur soutien, sous forme de subventions notamment? C'est une question qui est adressée à Irène Dafont-Riviero et à Hélène Lequeux-Duchesne plus particulièrement, mais aussi pour Sébastien, si vous voulez répondre. Oui, notre projet a été financé par la DRAC Aquitaine, c'est la direction régionale des affaires culturelles, et après les collectifs Bordeaux Nord aussi par d'autres types de subventions en complément. Nous également, c'est des subventions de la ville de Paris, de la DRAC un petit peu aussi pour certains, et des fondations aussi. Voilà. Oui, et le Pérou est financé par un tout type d'acteurs, enfin les actions, parce que le Pérou en lui-même n'a pas de financement de structure, mais ça a pu passer par le ministère de la Culture, par des commandes artistiques, par des financements de recherche, y compris ministériels d'ailleurs, et y compris des fondations Abbé Pierre beaucoup. Mais c'est pareil, quand on parle de fondations, on se dit, bah tiens, ça c'est le secteur privé. Mais en fait, les fondations vivent sur des deniers qui sont des dons, qui sont, la Fondation Abbé Pierre par exemple, est d'utilité publique, et les dons sont défiscalisés. Et donc, d'une certaine manière, à 66%, c'est l'État. En tous les cas, c'est des impôts en moins qui servent à financer les actions de la Fondation Abbé Pierre. Donc, ça aussi, ces partitions, cette géographie, si l'argent a de l'odeur, il faut le tracer. Et à ce moment-là, on se rend compte que derrière bien des actions privées, il y a du public. Et donc, enfin, en tous les cas, 66% des actions financées par la Fondation Abbé Pierre le sont par nos impôts, d'une certaine manière. D'accord, très bien, merci. Deuxième question. Avec le contexte sanitaire, il ne peut y avoir de contact avec le public migrant, comme l'a expliqué Hélène Lequeux-Duchesne. Est-ce que vous avez envisagé des projets numériques et quelles sont les limites du numérique dans ce contexte et les autres problématiques auxquelles vous êtes confrontés? Peut-être Hélène, si vous voulez commencer sur ce sujet. Malheureusement, je pense que je vais être obligée de vous répondre non, hein, parce que on essaye de faire des choses, des captations qu'on va proposer un peu, mais c'est très très compliqué. On peut pas se déplacer, on peut pas emmener parce que c'est pas directement, et chacun n'a pas son ordinateur, on n'a pas contact avec les gens directement derrière leurs ordinateurs, donc ça c'est. Moi, pour l'atelier, c'est pareil. Pour les ateliers, c'est pareil. Tout s'est arrêté. Après, j'ai un projet avec les FRAC Aquitaine où on fait des visites gestuelles dans un espéranto du corps où je dirige une comédienne sourde et c'est pas en signe, c'est en geste. Enfin, c'est tout le corps qui joue. Donc, c'est une visite gestuelle de l'exposition. Et donc aussi pour toutes les personnes qui ne parlaient pas français, mais du coup avoir un accès aux œuvres d'art contemporain. Et ça, on va les filmer. Et du coup, ça va être mis chaque semaine. Mais après, ces publics-là, si on ne les amène pas avec nous et qu'on les accompagne découvrir une chose comme ça, où ils ont été initiés déjà, ou sinon, c'est un frein rentrer dans des endroits comme ça ou aller voir d'eux-mêmes. Enfin, ça dépend, mais aussi parce que les outils numériques, ça demande un ordinateur, l'électricité, etc. etc. Très bien, merci. Oui, juste effectivement, les outils numériques servent à travailler un certain nombre de choses sur lesquelles on axe le travail avec le Pérou là aujourd'hui, mais effectivement, c'est quand même la crise sanitaire est une crise qui nous touche au plus haut point sur les actions. Juste un point, peut-être des Italiens avec lesquels moi j'ai pas mal travaillé, qui s'appelle Stalker, un groupe d'artistes et d'architectes qui ont développé tout un travail absolument incroyable avec des personnes en prison en Libye par l'outil numérique et qui ont permis effectivement de constituer une archive de ce qui a lieu dans les prisons. Et là, pour le coup, l'outil numérique a été un vecteur extraordinaire de production et de liens et d'articulation. Voilà, on avait travaillé aussi avec des personnes, des Suisses qui installaient à l'époque des bornes de connexion Internet dans les bidonvilles, avec lesquelles on avait travaillé. Bon, c'était en 2012, ça paraît un peu lointain, mais en fait, voilà, à cette époque-là, on avait besoin de bornes. Et voilà, il faut quand même savoir juste que les personnes migrantes, moi que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai bossé à Calais, pour beaucoup, énormément, sont dotés de smartphones, sont reliés à Facebook, etc. Et il y a même toute une stratégie d'action sur les réseaux numériques, etc., qui est vachement intéressante à étudier, à comprendre. Voilà, il y a pas mal de projets qui sont conduits sur les réseaux sociaux, notamment, hein, avec pas mal de personnes, notamment, je pense à des photographes. Voilà. D'accord, merci. Autre question. Alors déjà, quelqu'un qui dit que la conférence a été vraiment intéressante et instructive. Ah, c'est une bonne question. Voilà.
Mais la question est, je me demandais comment étaient perçues par le grand public les actions de chacun de vous et si les différents spectacles, représentations et actions ont pris de l'ampleur ces derniers temps et si les initiatives que vous portez rencontrent un certain succès. Hélène, vous pouvez commencer peut-être. Bah, oui, quand on fait des spectacles comme ça, on a en général du monde. Donc, et des gens, des familles évidemment, mais aussi des gens de l'extérieur qui sont intéressés par ce genre de projet. Donc, oui, ça a du succès à l'extérieur. Et on communique pas mal là-dessus pour aussi expliquer ce qu'on fait et ce qui est possible de faire. Oui, nous aussi. Sincèrement, les gens viennent. Même on avait joué, enfin nous on ne s'attendait pas à tourner comme ça. Et du coup on a été contacté par une association de Toulouse, et du coup à Toulouse, à Mont-Marsan, à Paris. Voilà. Donc oui, c'est très agréable de montrer ce travail et que les gens s'intéressent au parcours aussi. Moi, j'ai pas à dire grand-chose sur ça, mais sinon juste à mes camarades aller dans leur sens. Et je pense que ce que ça démontre aussi, c'est que voilà, la dramaturgie selon laquelle ce pays et puis où l'Europe entière est habitée par voilà, de sombres bas du front fascisants, etc. Il faut qu'on arrive à en sortir. Et il y a de multiples personnes, d'innombrables de nos concitoyens qui cherchent quoi faire, qui ne savent pas comment faire, et bien souvent, s'ils sont absents de nos scènes, de nos théâtres et de nos travaux, ne trouvent pas le moyen et les moyens voilà, des actions à conduire. Donc je pense qu'aussi les fréquentations de ces pièces-là sont un bon indicateur de l'intérêt voilà, d'une amitié, je pense, assez grande que l'on peut rencontrer sur ces questions-là, sur ces terrains-là. Encore faut-il voilà, la faire apparaître et parvenir à l'outiller, voire à l'armer. Très bien, merci beaucoup. Une question pour vous, Sébastien Thierry. Est-ce que, donc une personne qui demande, est-ce que je vous comprends bien si je dis qu'il faut trouver une articulation entre ce que les migrants ont déjà construit et ce qu'on peut leur proposer, donc construire avec eux? Est-ce qu'il existe des concertations directement avec les migrants pour envisager leur avenir? C'est un peu ça, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je crois qu'on ne construit jamais seul et que les personnes migrantes, comme on dit, à Calais, par exemple, que j'ai arpenté pendant tous les sens pendant 2 ans, ou dans les bidonvilles de l'Essonne. Je veux dire qu'il n'y a pas, le migrant n'est pas un fin bricoleur qui construit merveilleusement comme ça. Je veux dire que c'est les mobilisations européennes, mondiales, c'est des matériaux qui venaient de Chine aussi. Bon. Donc c'est à la fois, certes, considérer ce qui est construit, et pas que matériellement. C'est-à-dire ne pas rester fixé sur, bien sûr, il y a eu 5 boîtes de nuit à Calais, il y avait 46 restaurants, 54 épiceries, 4 églises, tout ça dans la jungle de Calais, hein, bâti, construit, et puis des relations, etc. Mais je pense que la puissance de ce qui s'est inventé là, matériellement et immatériellement, est une immense source d'inspiration de ce que l'on pourrait construire, effectivement. Et que malheureusement, la manière d'appréhender la chose sous l'angle de la crise et des politiques de gestion de crise qui produisent les centres d'hébergement que l'on sait, les CAO, enfin tous les empilements de lettres qui désignent des centres de gestion et de flux sont catastrophiques parce qu'ils ne partent pas voilà, des puissances à construire, non pas tant les migrants eux seuls, mais qu'ont les migrants et celles et ceux qui, sur le chemin, se mobilisent pour les accueillir. Donc il y a voilà, cette hospitalité créatrice, elle est à mon sens le seul ferment. Il n'y a pas à tortiller, je veux dire que c'est là que c'est le noyau atomique, si je peux m'exprimer ainsi, de ce qu'il y a à construire. Donc oui, il serait temps de s'inspirer de ce qui se construit à l'orchestre, sur la scène et dehors dans la jungle. Voilà, ce sont des gestes et des constructions pionnières. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je vais finir par une dernière question. Est-ce que vous avez un avis sur la manière dont pourraient évoluer les actions culturelles pour qu'elles soient plus effectives dans la manière d'intégrer des migrants à la société? Irène, peut-être que vous avez une opinion là-dessus? C'est tout un projet. Je pense qu'il va falloir qu'on y travaille
tous, qu'on s'y mette tous en tant qu'individu et à regarder ce qu'il y a près de chez nous. Et voilà, que les personnes, c'est des personnes qui habitent là, et comment on fait avec, et comment on fait, mais avec, vraiment avec. N'imagine pas que ça puisse être d'une autre façon. Moi, à moins de renoncer au monde, il va bien falloir effectivement que collectivement, on travaille à cette question qui est la question, à mon sens, je crois, majeure du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Paul Virilio, qui est mort depuis longtemps, mais qui est depuis quelque temps, qui est un urbaniste et qui disait le XXIe siècle, l'humanité va repeupler la planète. C'est-à-dire que c'est un mouvement sans précédent. C'est-à-dire que les mouvements migratoires sont tellement prodigieux à venir, eu égard aux catastrophes, aux bouleversements écologiques, économiques, politiques, etc., que l'humanité va refaire le tour de la planète, quoi. Donc, nous sommes appelés à habiter la migration. Et donc, c'est l'état même. C'est pas sympathique peut-être, mais en fait, c'est ce qui arrive, quoi. Donc, il va bien falloir ou alors on renonce au monde. Je veux dire mais à moins de renoncer au réel, et j'ai bien quelques recettes pour ça, mais sinon, il va falloir en tous les cas, qu'on agisse tout à fait autrement que la manière dont politiquement on agit. Les politiques des frontières sont des politiques de l'ancien monde. La violence qu'on a vue hier est une violence révolue, je veux dire, qui n'est plus de ce monde. Enfin, c'est un renoncement total au monde. C'est ce qui est hallucinant. Je veux dire que voilà, on habite un tout autre monde, et il va falloir qu'on ouvre les yeux sur ce monde-là, quoi, parce qu'il vient furieusement. Merci à vous, Irène da Fontreviero, Hélène Lequeux et Sébastien Thierry d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté votre éclairage sur le sujet. Nous vous souhaitons une bonne poursuite dans vos projets respectifs. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence en ligne sur Zoom ou sur Facebook. Nous souhaitons également remercier le Carreau du Temple, son équipe, sans qui cette webconférence ne pourrait avoir lieu, ainsi que Marco Della Moderna. Les rencontres de la Sorbonne vous donnent rendez-vous le 11 décembre au Carreau du Temple pour parler de l'interculturalité. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Les rencontres de la Sorbonne, en partenariat avec le Carreau du Temple. Merci à toi d'avoir écouté ce numéro des Rencontres de la Sorbonne. Ce podcast est là pour rendre trace du travail des étudiants et nous vous invitons à suivre la page des rencontres sur Facebook et Instagram, de même que la page du Carreau du Temple et de Paris 1 pour être informés sur les prochaines sessions. Nous espérons que le contenu de ce podcast t'a plu et que nous te retrouverons pour le prochain épisode.